Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans cette session dépistage et diagnostic. Je suis Marie-Laure Schex, médecin virologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris et responsable du Centre national de référence du VIH en France. Et je co-préside, je co-modère cette session avec Clémence Doumain-Kadara, directrice du programme Atlas, autotest VIH libre d'accéder à la connaissance de son statut à Dakar, et responsable de desk pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali pour l'ONG Soltis. Donc nous sommes ravis toutes les deux de vous accueillir dans cette session virtuelle donc sur le dépistage et le diagnostic du VIH. Pour commencer, il y aura 2 présentations, puis une session de questions-réponses. Donc pour la première présentation, ça sera Constance Delogère, qui est professeure de virologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris et très impliquée dans les programmes de PrEP, qui nous parlera du dépistage sur le VIH chez les personnes sous PrEP. Et ensuite une deuxième présentation faite par Guillaume Breton, directeur scientifique de Soltis et infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui nous parlera des autotests au Sud. Donc, je suis ravie d'accueillir pour commencer le professeur Constance Delogère sur donc, le dépistage du VIH chez les personnes sous PrEP. Bonjour à tous. Cette présentation concerne le dépistage du VIH chez les personnes sous PrEP. Donc, le déploiement au niveau international de la PrEP est de plus en plus important, avec des derniers chiffres en octobre 2019 montrant que l'Amérique du Nord, bien sûr, avec les États-Unis et le Canada, sont des grands utilisateurs de PrEP, bien sûr l'Europe, et aussi vous pouvez voir au Brésil, comme en Afrique du Sud, et aussi en Australie, un déploiement important de la PrEP. Alors, les programmes de PrEP s'accompagnent de programmes de dépistage du VIH qui est indispensable. Alors, le dépistage doit être répété tous les 3 mois et avant tout, il faut faire ce dépistage avant la PrEP, bien sûr, pour éviter la sélection de virus résistants et de commencer la PrEP chez quelqu'un qui est déjà positif. Mais ce dépistage doit être répété tout au long du programme de PrEP, tous les 3 mois. Comme ça, si la personne est infectée, il faut évidemment arrêter la PrEP, qui sont des combinaisons d'antirétroviraux, finalement de 2 antirétroviraux. Donc, il faut éviter de poursuivre cette combinaison-là chez quelqu'un qui est positif, de façon à éviter l'émergence de virus résistants. Alors, donc les premiers défis de ce diagnostic, c'est de dépister les infections aiguës. Alors, pour ça, il faut connaître bien la dynamique des marqueurs virologiques et de la réponse anticorps au moment de la primo-infection. Vous savez que pendant 10 jours, il y a une phase d'éclipse où on ne voit aucun marqueur, ni viral ni immunologique, qui est la phase dite 1. Puis ensuite, on a le stade phobique appelé 1, où il n'y a que l'ARN viral, mesuré par la charge virale. Puis ensuite, le stade 2 phobique, qui est le stade où il y a, en plus de l'ARN viral, aussi le P24, l'antigène, dépisté soit tout seul, soit dans les ELISA combinés. Puis à partir du stade 3, c'est-à-dire environ à 20 jours, 21 jours, on commence à voir apparaître les anticorps dépistés par ELISA. Donc c'est important de connaître effectivement cette dynamique des marqueurs pour savoir quel test utiliser pour dépister avant la PrEP et pendant la PrEP. Et il faut connaître aussi que le Western blot sera positif qu'environ à 30 jours, et c'est au stade dit 4 du stade de Phoebe. Alors, voici un tableau de l'ensemble des tests différents et en fonction de la précocité de ces tests et nos nombres de jours estimés après que l'ARN soit positif. Donc, les tests ELISA combinés, qui dépistent à la fois et l'antigène et l'anticorps, seront positifs 5 à 6 jours après l'ARN. Donc, on est à peu près à 15 jours. Alors, il y a aussi des tests combinés rapides, comme le Determine rapide, qui, lui, est estimé positif environ 10 jours après cet ARN, donc un petit peu moins sensible que l'ELISA, mais quand même qui a une précocité qui, donc, au bout de 20 jours, peut être rendu positif après l'infection. En revanche, le test finalement le moins sensible, ça sera un test
anticorps seulement, rapide, oropharyngé comme l'Oraquick, qui lui, il faudra attendre donc 23 jours après que l'ARN soit positif, c'est-à-dire à peu près à 35 jours, et donc ce test n'est pas du tout recommandé, par exemple dans les programmes de PrEP. Alors, nous avions fait un travail dans Hypergay, l'essai français de PrEP, où nous avons fait une étude rétrospective chez 28 personnes qui avaient une infection virale dans l'essai. 12 étaient sous PrEP et 14 étaient sous placebo. Et nous avons fait des catégories en fonction du nombre d'anticorps sur le Western blot. Donc, quand le Western blot est complet, qu'il y a 7 bandes, donc 7 anticorps, là, eh bien, évidemment, les tests antigènes, anticorps, architecte type ELISA 4G, tous étaient positifs, ainsi que les tests rapides, uniquement anticorps, le test rapide utilisé à l'hôpital ou des autotests vendus en pharmacie. Et puis ici, en 4e test, nous avons étudié donc le test rapide antigène-anticorps qui lui-même est positif. Ensuite, quand le nombre de bandes au Western blot est plus faible, qu'il y en a entre 1 et 6, donc nous avions 8 individus qui étaient dans ce cas-là, eh bien l'ELISA était toujours très bon. Et là, on voit que les tests rapides anticorps seulement perdent en sensibilité, mais que le test anticorps-antigène, test rapide, est toujours aussi bon. En revanche, quand il n'y a plus aucune bande au Western blot, eh bien, évidemment, les tests rapides sont très mauvais. Le test ELISA 4e génération loupe 2 patients avec 11 positifs sur les 13, donc 85% de sensibilité. Et le test anticorps-antigène, mais rapide, lui, loupe 1 sur 2. Alors, pour ces deux-là, qui ont été loupés avec l'ELISA 4G, il faut regarder les niveaux d'ARN qui sont extrêmement bas parce qu'on est tout début de l'infection, à 110 et 450 copies. Et donc, on peut être tout à fait amené à passer aussi à côté de ce diagnostic si on utilise, par exemple, des poules pour faire le dépistage par ARN. Alors, donc, les défis, dépister l'infection aiguë. Donc, les TRON anticorps peuvent échouer en cas d'infection aiguë. Deuxièmement, les tests ELISA 4G combinés ne sont pas tous sensibles à 100%, je vous l'ai montré sur un. La quantification de l'ARN VIH plasmatique systématique serait la bonne idée, mais à un coût trop élevé. Et en tous les cas, il faut répéter ce test, on le reverra dans les recommandations, 1 mois après l'initiation de la PrEP, chez tous les participants, pour éviter de laisser quelqu'un en primo-infection sous. Les autres défis du diagnostic dont on va reparler, c'est la PrEP peut retarder la séroconversion, le traitement peut retarder la séroconversion. La PrEP peut diminuer la quantité de virus et la charge virale. Et puis ensuite, nous allons être confrontés à des profils complexes qui peuvent s'observer et qui sont des vrais défis pour le diagnostic. Donc ici, c'est un travail d'une équipe thaïlandaise, pas du tout sur la PrEP, mais sur l'efficacité des tests antigènes-anticorps ELISA chez des patients qui sont traités. Alors, vous pouvez voir ici sur la gauche le pourcentage de tests non réactifs en fonction de l'initiation du traitement. Quand le traitement est initié à des stades très précoces, comme le stade phobique 1, c'est-à-dire quand on a juste l'ARN, eh bien, on a 80% de tests qui sont faussement négatifs au début. Mais même à 12 semaines et à 24 semaines sous traitement, ces tests peuvent rester franchement négatifs et non réactifs, puisque le traitement, finalement, empêche la réplication du virus et empêche le développement d'anticorps. Ensuite, quand le traitement est mis en place à des stades un peu plus avancés, comme le stade phobique 2, qui est quand même qu'à 10 jours, ou le stade phobique 3, qui est à 15 jours après le contact, eh bien là, effectivement, il y a un risque plus modéré, mais qui existe, de tests non réactifs antigènes-anticorps. Et ici, sur ce graphe sur la droite, vous pouvez voir des tests, finalement, chez des individus suivis pendant 6 mois sous traitement, eh bien, ces tests qui peuvent passer de tests réactifs à non réactifs, puisqu'il y a en fait contrôle de la charge virale, perte de l'antigène et du coup une absence de stimulation antigénique et donc d'anticorps et de tests positifs. Ça, c'est un travail, ce deuxième travail, c'est l'effet de la PrEP, cette fois-ci sur l'infection par le VIH. Ça a été fait dans le grand essai Partner PrEP Study, où ils ont étudié donc, chez 102 séroconversions, 31 sous PrEP et 71 sous placebo. Ils ont regardé effectivement le délai de positivité.
Donc, on voit que quand on est sous placebo, il n'y a aucun délai pour dépister la personne, puisqu'il n'y a pas finalement de produit, il n'y a pas de drogue, et finalement, le virus réplique et la réponse anticorps se fait très bien. En revanche, quand les patients sont traités, et donc par PrEP, eh bien, on voit qu'il peut y avoir un délai en nombre de jours pour la séroconversion. C'est-à-dire que ça ralentit la séroconversion et finalement la production d'anticorps. Donc, ce que l'on voit aussi, c'est que l'ARN, finalement, c'est illustré comme ça, l'ARN est plus faible quand on est sous PrEP que quand on n'est pas. Et avec 11% des patients sous PrEP versus 3% des patients sous placebo, avec des échantillons indétectables, c'est-à-dire sans présence d'ARN. Alors, sur ce tableau qui est peut-être difficile à voir, c'est le cas d'une séroconversion sous PrEP. Et ce qu'il fallait voir chez cette personne qui avait un grand nombre d'IST, eh bien, l'ELISA restait non réactif, l'ELISA 4e génération restait non réactif pendant finalement un certain temps, et alors que l'ARN, alors qu'il y a évidemment ici du tenofovir présent, et au moment où l'antigène, le test ELISA devient réactif, eh bien, on met un temps finalement à ce que l'ARN devient positif dans le plasma. Ici, l'ARN sur ce graphe-là, ici, cet ARN ne devient positif que finalement pratiquement à 1 mois après la séroconversion sur l'antigène. Et donc là, finalement, c'est la présence de tenofovir et d'emtricitamine dans le plasma qui contrôle la charge virale, et donc c'est une PrEP décapitée, et donc du coup l'ARN reste indétectable, et il faut attendre jusqu'à 4 semaines après l'arrêt de la PrEP pour voir apparaître cet ARN, alors qu'il y a eu une séroconversion, et donc il y a eu finalement une initiation de la réponse immune qui est vue sur le test ELISA. Alors, de nombreuses publications montrent que l'interprétation peut être difficile d'une séroconversion sous PrEP, avec finalement des ARN indétectables, des ELISA avec des index bas, des Western blot incomplets. Et je vais vous illustrer ça avec un cas que nous avons eu d'un participant qui était sous PrEP à la demande depuis le mois de janvier, qui rapportait une observance importante, qui a toujours été négatif en test ELISA et qui en ville est dépisté par un test positif en ville. Et il est arrivé dans notre service, il était sous PrEP, ici mesuré par la présence de tenofovir. Notre test à nous était positif à 1,58, donc un index très bas. Mais un autre test, ELISA, le montrait négatif, donc on peut voir quand même quelque chose d'assez discordant, un positif, un négatif, une bande de Western blot contre le P24 et un ARN indétectable qui pouvait s'expliquer par la présence de Truvada. Donc, nous avons interrompu la PrEP sous supervision, c'est-à-dire que nous avons indiqué à la personne de protéger ses rapports sexuels pendant l'arrêt de la PrEP. Et donc, on voit qu'à l'arrêt de la PrEP, finalement, le tenofovir diminue dans le plasma, mais les tests restent discordants avec un des deux tests positifs, toujours une bande de Western blot et toujours un ARN indétectable. Donc, nous avons conclu finalement à un faux positif ELISA, mais dans ce contexte qui est quand même assez stressant, on est obligé d'arrêter la PrEP et d'aider au maximum, évidemment, et le patient, et le participant, et le docteur pour essayer de trancher. Mais nous avons préféré finalement réintroduire la PrEP et conclure à une fausse réactivité d'un des deux ELISA. Donc ici, vous voyez la bande d'anticorps P24, donc une bande extrêmement faible, mais bon, dans ce contexte où on cherche la primo-infection, ça pouvait tout à fait être évocateur d'un début de primo-infection. Donc finalement, les recommandations qui sont émises par le rapport d'experts en 2018, avant d'initier la PrEP, c'est de faire un test 4e génération. Ce test peut être soit ELISA, antigène-anticorps, soit rapide. Et ce test doit être répété 1 mois après l'initiation de la PrEP. Comme ça, s'il y a une séroconversion, on pourra alors arrêter la PrEP et ne pas laisser la PrEP chez quelqu'un avec une forte réplication virale. Puis, bien sûr, l'ensemble des autres sérologies et le diagnostic de l'ensemble des IST. Donc, en conclusion, le déploiement du dépistage VIH et de la PrEP ont des effets évidemment très positifs sur l'épidémie, mais il faut accompagner ça d'un dépistage répété qui conduit à un diagnostic très précoce de primo-infection avec un ARN, vous avez vu, qui peut être très bas, et donc avec l'utilisation de tests combinés qui sont absolument indispensables. Le dépistage du VIH sous PrEP peut être difficile avec des profils complexes,
des ARN VIH parfois indétectables, des index très faibles, des Western blot incomplets. Et donc le risque de faux positifs peut aussi exister et augmente avec le dépistage fréquent. Évidemment, plus vous dépistez quelqu'un régulièrement, plus vous pouvez être amené à trouver finalement une fausse réactivité. Et il faut faire appel parfois à un autre test, mais surtout avoir recours à un laboratoire expert qui pourra alors rajouter effectivement des tests et aider à la gestion finalement de ce stress, de savoir si la personne est ou pas infectée. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, rebonjour à tous et à toutes. Alors, sans plus attendre, nous allons vous proposer de passer à une présentation de Guillaume Breton, qui est directeur scientifique de l'ONG Soltis, qui va présenter une session sur les autotests dans les pays du Sud. Merci de lancer la vidéo. Bonjour, je vais vous parler des autotests au Sud et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. L'autotest est un dispositif médical où un individu réalise lui-même la collecte de l'échantillon, qu'il soit oral ou sanguin, la réalisation du test rapide, puis la lecture et l'interprétation des résultats. Un autotest peut être non supervisé, il est réalisé par la personne elle-même, mais il peut être supervisé avec un agent de santé à proximité pour l'accompagner. Il est important de noter que l'autotest est un test de triage, c'est-à-dire qu'un résultat positif, réactif, nécessite un test complémentaire, un test classique réalisé par un prestataire formé pour confirmer le statut sérologique. Quand le test est négatif, on peut s'arrêter là, sauf si on a une exposition récente de moins de 3 mois au VIH, compte tenu de la fenêtre sérologique de ces tests, et bien sûr pour les personnes qui sont régulièrement exposées au VIH. On a des recommandations de l'OMS qui ont été mises à jour en 2019 qui confirment que l'autotest est une approche complémentaire au dépistage du VIH avec une recommandation forte et des données probantes de qualité moyenne. L'OMS s'est basée sur un certain nombre d'évidences qui sont résumées ici, en particulier la qualité du test, la bonne acceptabilité, le fait que l'entrée dans les soins soit comparable à celle d'un test classique. Dans la mise à jour de 2019, on insiste sur l'importance de l'implication des communautés dans le développement et l'adaptation des autotests VIH. Plusieurs canaux de dispensation sont proposés. On a bien sûr la dispensation directe, c'est-à-dire que les personnes réalisent le test pour elles-mêmes. La dispensation secondaire, c'est-à-dire que la personne reçoit l'autotest et va le distribuer dans son entourage, dans son réseau, à ses partenaires. Plusieurs modèles de dispensation sont possibles, vous en voyez 9 ici, donc une dispensation communautaire en porte-à-porte. On peut aussi avoir des dispensations à partir de centres de santé, par exemple pour les partenaires de personnes qui ont des maladies sexuellement transmissibles, les partenaires de femmes qui consultent en consultation prénatale. On a aussi des dispensations en pharmacie, des dispensations sur Internet ou des distributeurs d'autotests, comme on pourrait avoir des distributeurs de préservatifs. En termes de politique nationale, comme vous voyez sur cette carte, de nombreux pays dans le monde ont mis l'autotest dans leur stratégie de dépistage. Et en Afrique de l'Ouest et du Centre, vous voyez que 25 pays ont mis l'autotest dans leur stratégie, même si ce n'est pas toujours implémenté. Nous avons actuellement 4 autotests qui sont préqualifiés par l'OMS, 3 tests sanguins qui ont des sensibilités et des spécificités tout à fait satisfaisantes. Il y a un test oral, le test OraQuick, qui est largement le plus utilisé. Et vous voyez ces sensibilités et ces spécificités qui sont un petit peu plus faibles, mais qui sont néanmoins rassurantes. En termes de prix, pour les pays à ressources limitées, on est actuellement à des prix allant entre 2 et 3,10 $ pour ces tests. En termes de fiabilité, en comparaison avec un test rapide réalisé par des soignants, dans cette revue de la littérature, vous voyez une bonne concordance avec l'autotest, que le test soit supervisé ou non supervisé. Dans les données en Afrique subsaharienne, vous voyez que les tests supervisés ou non supervisés ont des sensibilités et des spécificités qui restent assez satisfaisantes. Il faut cependant faire attention au contexte, et je vous ai mis pour illustrer ce travail qui a été fait en Afrique de l'Est sur des travailleuses du sexe,
où seuls 10% avaient été scolarisés après l'âge de 12 ans. Et vous voyez, avec le test fourni simplement avec la notice du fabricant, qu'on avait des difficultés dans à peu près un tiers des cas pour interpréter les résultats, que le test soit négatif ou que le test soit positif. On va avoir après cette présentation des présentations sur ce sujet concernant la République démocratique du Congo et le Maroc. Et puis une présentation en poster du projet Atlas qui prévoit de faire une dispensation d'autotests en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, dans le cadre de ce projet, on a développé des notices adaptées, des brochures complémentaires, des vidéos traduites en différentes langues, et puis très important, une ligne téléphonique qui permet d'accompagner les personnes, que ce soit pour la réalisation et l'interprétation du test, mais aussi pour les accompagner à l'entraînement des soins. Donc, une des grandes questions qui se pose avec l'autotest, c'est savoir s'il permet de toucher des populations difficiles à atteindre ou des populations clés. Je vous ai mis quelques études récentes réalisées en Afrique subsaharienne, une étude au Sénégal, et vous voyez que quel que soit le type de population, que ce soit des populations clés ou une population générale, le mode de dispensation, une distribution par des activités d'outreach, par des pairs, une distribution secondaire, l'autotest permet d'atteindre entre 20 à 50% de personnes qui n'avaient jamais été testées auparavant. L'autre grande question, c'est de savoir ce qui se passe après la dispensation d'un autotest. Donc, premièrement, les risques socio-comportementaux liés à la réalisation d'autotests. Donc, les craintes sont nombreuses. Risque d'avoir des tests coercitifs, risque d'avoir des violences, en particulier des violences basées sur le genre. Et puis, en cas de test positif, des conséquences psychologiques, des ruptures affectives, de la stigmatisation. Pour l'instant, les données sont rassurantes. Et vous voyez là sur les données au Malawi, avec un nombre de tests tout à fait considérable, on a environ un effet grave, le plus souvent des séparations de couple, pour 10 000 tests distribués. Les résultats qu'on a pour l'instant du projet Atlas en Afrique de l'Ouest, donc moins de 10 incidents sur plus de 120 000 tests qui ont été distribués. Donc ces résultats rassurants doivent quand même inciter à une certaine vigilance. Tout d'abord, dans des contextes où le stigma à l'encontre des PVVIH est élevé, ce qui est le cas de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Après, dans les contextes où les violences basées sur le genre sont très fréquentes, ce n'est pas toujours évident de savoir ce qui est lié à l'autotest. Et puis, plus généralement, on n'a pas beaucoup de données dans les populations clés, surtout basées sur des études randomisées, dont les critères de non-inclusion sont parfois la crainte de violence. Et donc, c'est important de poursuivre des études en particulier qualitatives pour les populations vulnérables. Pour évaluer l'impact de l'autotest, on a clairement certains défis. Tout d'abord, c'est que le nombre de tests distribués, on le connaît, mais par contre, le nombre de tests utilisés reste inconnu. Ce qu'on verra un peu plus tard, c'est que les tests sont aussi utilisés par des personnes qui connaissent leur statut et qui sont déjà sous traitement antirétroviral, si ce n'est pas recommandé. On a bien évidemment les perdus de vue et puis plus généralement la faiblesse des systèmes d'information sanitaire. En termes de propositions, on peut suivre l'initiation des traitements antirétroviraux dans la zone qui a été concernée par la dispensation de l'autotest. On peut inclure des questions sur l'utilisation des autotests dans les registres des centres de dépistage, même si on a évidemment des biais de divulgation. Des enquêtes démographiques et sanitaires sont des outils intéressants, même si c'est des enquêtes qui sont lourdes et coûteuses et qu'elles sont réalisées à peu près tous les 5 ans. C'est important de s'appuyer sur les outils numériques, sur les hotlines en particulier, puis bien sûr dans le cadre des projets de recherche sur les suivis individuels. Il faut quand même mentionner que le tracing qui va consister par exemple à prendre le numéro de téléphone de la personne à qui on a donné un autotest sont des stratégies qui sont très lourdes, très coûteuses et puis en plus qui peuvent décourager les personnes à accepter l'autotest. En termes de résultats en population générale, on a donc les résultats du projet STAR, qui a été un gros projet réalisé en Afrique australe, qui, sur plus de 500 000 autotests, avait montré, en particulier au Zimbabwe, une augmentation de 27% de l'initiation de traitement antirétroviral dans les zones où on avait mis en place l'autotest en comparaison avec les zones pour lesquelles le test était réalisé dans des centres de santé. Et vous voyez que les résultats ne sont pas significatifs en Zambie ou au Malawi. Toujours en dispensation communautaire en porte-à-porte au Malawi, donc 16 000 propositions de tests, 14 000 personnes qui avaient accepté. Le partage du résultat à la personne qui avait dispensé l'autotest était dans 10 000 cas, et vous voyez, on a plus de 50% des personnes identifiées positives qui sont rentrées dans les soins.
avec une autre modalité, une dispensation sur un site internet. 10 000 personnes se sont inscrites, un peu moins de 2 000 ont répondu à un test online acceptant de partager leur statut. Et vous voyez là encore que 65% des personnes ont déclaré être entrées dans les soins ou avoir le projet de le faire prochainement. Pour les populations clés, en dispensation par des pairs formés. Donc on voit tout d'abord, quand on fait des enquêtes après dispensation des autotests, que la majorité des personnes vont réaliser les tests, on est entre 94 et 97%, et quand le test est positif, vous voyez une entrée dans les soins qui est supérieure à 50%, et dans cette étude faite en Zambie, qui était une étude randomisée, des résultats qui n'étaient pas significativement différents de tests réalisés dans les centres de santé. Pour les partenaires avec des dispensations secondaires, aussi bien sur des partenaires hommes de femmes en consultation prénatale que pour des clientes travailleuses du sexe, on voit là encore que quand le test est positif, on a une entrée dans les soins qui est tout à fait rassurante. En termes de validité sous traitement antirétroviral, donc clairement, les autotests ne sont pas indiqués chez les personnes vivant avec le VIH traitées par antirétroviraux, mais ils sont pourtant largement utilisés. En tout cas, quand c'est recueilli dans les études, on voit qu'on a entre un quart et 3/4 des personnes qui ont réalisé l'autotest qui étaient déjà sous traitement antirétroviral. Alors, ça peut être pour vérifier leur statut, mais c'est sans doute surtout à cause de la crainte de révéler le statut VIH à la personne qui va distribuer l'autotest. Et vous voyez dans cette étude en Afrique du Sud que seul un tiers, de 36% des personnes vivant avec le VIH sous HART ne le déclaraient pas aux agents communautaires à domicile. Alors, pour répondre à cette question, on a un travail qui a été réalisé sur 502 PVVIH sous HART en médiane depuis 4 ans et qui montre que quand la charge virale est détectable, la sensibilité est tout à fait satisfaisante, qu'on utilise des autotests en comparaison avec des tests de référence. Par contre, quand la charge virale est détectable, c'est significativement un petit peu plus faible, à 97%, ce qui reste des résultats qui sont quand même relativement rassurants. Quand on s'intéresse au contexte maintenant de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, donc je vous recommande la lecture de la revue récente publiée par Didier Ekwevi. Et donc, en termes de contexte, bien sûr, l'Afrique de l'Ouest et du Centre, on a des épidémies généralisées, mais avec des prévalences beaucoup plus faibles qu'en Afrique australe. On a 36% des personnes qui ignorent leur statut, de nombreuses occasions de manquer de dépistage, la PTME bien sûr, mais aussi dans le cadre des personnes qui consultent pour des maladies sexuellement transmissibles. Un travail réalisé en Côte d'Ivoire avait montré que seuls 28% des personnes qui consultaient pour des MST avaient une proposition de test de dépistage de VIH. Un autre élément important du contexte, c'est le stigma ressenti par les personnes vivant avec le VIH, qui est beaucoup plus élevé qu'en Afrique de l'Est ou qu'en Afrique australe. On a évidemment des épidémies qui sont concentrées au sein de populations clés, qui ont des prévalences 10 à 20 fois supérieures à celles de la population générale, mais il faut quand même garder à l'esprit que ces populations ont parfois un relativement bon accès au dépistage et que finalement, quand on regarde, c'est un travail fait en Côte d'Ivoire, dans la population, quelles sont les personnes vivant avec le VIH dont le statut n'est pas connu, et on voit l'importance des clients des travailleuses du sexe dans ce contexte. Dans le cadre du projet Atlas, qui a prévu de distribuer environ 500 000 autotests donc au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, on va utiliser comme canal de distribution une distribution primaire pour à peu près 20% des autotests, ciblant les personnes ayant des IST et puis les populations clés, mais largement une distribution secondaire, ou donc une distribution dans le réseau ou les partenaires des personnes vivant avec le VIH, ayant des IST, et les partenaires, les clients des personnes des populations clés, HSH, TS et utilisateurs de drogue. Pour l'évaluation du projet Atlas, donc on a des projets complémentaires de recherche intégrés. On a tout d'abord, bien évidemment, les données de suivi du projet qui vont nous permettre de documenter l'efficacité et l'acceptabilité des différents canaux de dispensation. On aura, avec la triangulation des données dans les zones où sont implémentés le projet, le suivi des initiations de traitement dans les centres de santé. Il y aura des enquêtes qualitatives, en particulier pour les populations clés, les partenaires des PVVIH et les personnes avec des IST, une enquête téléphonique qui nous renseignera sur les utilisateurs de l'autotest, une enquête épidémiologique qui sera réalisée en Côte d'Ivoire dans la région du Bassa-Central, et bien sûr des analyses économiques et des modélisations.
En conclusion, l'autotest est un moyen complémentaire, fiable et acceptable pour permettre à chacun et à chacune de connaître son statut. Il est important de noter que la dispensation des autotests, ce n'est pas la distribution, et l'importance de former les personnes responsables de la dispensation et de donner tous les outils nécessaires, hotline, brochures, vidéos, pour accompagner les personnes dans la réalisation du test et l'entrée dans les soins. Mettre en place l'autotest, c'est clairement une stratégie de démédicalisation, donc il faut accepter de partager le pouvoir et de ne pas pouvoir tout contrôler. Actuellement, on a cette innovation technique, ces autotests qui sont faciles à réaliser, et c'est à nous de développer toutes les innovations sociales et de trouver les évaluations adaptées. Et puis enfin, pour finir, même si l'autotest permet effectivement à chacun et à chacune de se tester en toute intimité à domicile, ça ne nous affranchit pas de nos responsabilités, qu'on soit soignant, chercheur, bailleur, responsable de programmes associatifs, pour continuer à lutter contre la stigmatisation et la criminalisation des populations clés et des personnes vivant avec le VIH en général. Et pour finir, je voulais remercier donc tous les partenaires du projet Atlas, toutes les institutions de recherche, les programmes nationaux, les associations, et vous inviter au symposium d'Atlas qui aura lieu ce mardi à 12 h. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne suite de conférences. Merci beaucoup pour ces deux excellentes présentations, donc à Constance et Guillaume. Je fais un petit appel pour les personnes qui nous écoutent. Vous pouvez poser des questions pour ces deux présentations. Donc allez-y, posez toutes les questions que vous voulez et on va les relayer en vidéo. Donc moi j'ai une première question pour Guillaume. J'ai l'impression, mais peut-être que c'est une fausse impression, que l'efficacité de l'autotest chez les personnes non dépistées pour le VIH paraît plus favorable, en tout cas plus efficace quand ils sont donnés en distribution secondaire. Je me trompe ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? J'entends Marie-Laure. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super. Donc, merci Marie-Laure pour cette question. Donc, effectivement, on a surtout beaucoup de données dans la littérature suite au gros projet STAR, donc, qui était un projet financé par United qui a été implémenté en Afrique australe. On avait une distribution en porte-à-porte, ce qui fait que la personne qui donnait le test, des agents communautaires, était en contact direct avec la personne, souvent avait le numéro de téléphone, et donc on avait un retour d'informations de qualité qui permet effectivement de documenter des résultats qui sont relativement satisfaisants. C'est clair que c'est un type de dispensation qui est excessivement complexe et coûteux à mettre en œuvre, et qui certes a été mis en place dans ce projet, mais qui n'est probablement pas du tout une stratégie intéressante à mettre en place à grande échelle, et en particulier dans des pays avec des prévalences beaucoup plus faibles. Après, j'ai essayé de retrouver dans les littératures, et c'est un petit peu les exemples que j'ai montrés dans cette présentation, c'est qu'on a finalement, y compris avec des dispensations secondaires, des taux d'entrée dans les soins qui sont tout à fait satisfaisants. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte qu'on arrive quand les tests sont distribués dans l'entourage, par exemple des populations clés, on se rend compte que les personnes qui reçoivent le test le font de façon tout à fait satisfaisante. Alors, c'est sur des enquêtes, donc forcément sur des échantillons de population qui ont bien voulu répondre aux enquêtes. Donc, on a toujours des biais qui sont liés à la méthodologie. Mais après, quand les tests sont positifs, il y a globalement une majorité de personnes qui vont vers la confirmation et qui entrent dans les soins. Donc, c'est vrai que je pense que c'est tout l'enjeu en fait sur la difficulté de l'autotest, c'est comment arriver à évaluer correctement un test qu'on va donner dans une population, et on ne va pas pouvoir tracer tous les tests. Et c'est important aussi de bien redire que le fait de tracer les tests, qui peut permettre rassurant quand on met en place un programme pour l'évaluer, en fait, en dehors du fait que c'est terriblement complexe et coûteux, c'est aussi sans doute un risque que le test soit nettement bien accepté. Parce que, par exemple, si on voulait, quand on fait une dispensation de test, si on voulait prendre le numéro de téléphone de la personne pour s'assurer du résultat du test de confirmation et de l'entrée dans les soins, les personnes les plus vulnérables, celles qu'on cible en priorité avec l'autotest, probablement refuseraient de donner toutes ces informations-là. C'est pour ça qu'il faut être très prudent avec ces stratégies. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à mes questions. D'ailleurs, ça répond aussi à la question que je voulais te poser sur l'entrée dans le soin.
où effectivement on a l'impression qu'en dispensation secondaire, on a un peu plus d'entrée dans le soin après. Il y a une question pour Constance de Logère. Je voulais savoir si faire un test rapide 4G à J0 et M1 puis M3, ainsi de suite, est suffisant ou est-ce qu'il faut absolument faire ELISA 4G? Merci beaucoup pour la question. Donc, dans l'étude que l'on a fait dans IPRG, on a montré, bon, c'était rétrospectif et c'était sur le sérum, que le test TROD, donc rapide 4e génération, avait des performances vraiment comparables à un ELISA 4G. Et je pense que quitte à mettre un programme de PrEP en place, et il faut mieux le mettre en place avec un TROD 4e génération qu'un TROD 3e génération juste anticorps, et où là vraiment on a un risque de passer devant une primo-infection. Et donc je pense que vous pouvez, ma réponse est plutôt rassurante sur cette utilité du test rapide antigène-anticorps. Du coup, je profite d'avoir la main pour poser la question à Guillaume sur les 4 tests proposés sont tous des tests anticorps, et je voulais savoir si déjà dans certains pays il y avait finalement des programmes de PrEP qui se basaient aussi sur l'autotest finalement, qui cumulaient les deux, c'est-à-dire PrEP et autotest, avec toutes les limites que ça implique, quoi. Merci pour cette question, Constance. Alors, j'ai pas forcément une vision globale de tout ce qui existe, mais je sais que ça fait partie effectivement de projets d'associer les autotests au programme de PrEP, avec effectivement toutes les inquiétudes quand on est sur des tests en particulier. Le test qui est le plus utilisé, le test OraQuick. Alors, c'est pas très clair dans les documents pour savoir si c'est un 2e ou un 3e génération. Enfin, il y a quand même une fenêtre sérologique a priori tout à fait importante aux alentours de 12 semaines. Donc effectivement, on va avoir des difficultés avec ce test-là. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que le marché de l'autotest est quelque chose qui est en pleine explosion. Il y a un nombre considérable d'autotests qui sont en développement. Je vous ai dit, il y en a 4 là, qui sont préqualifiés par l'OMS, mais il y a encore beaucoup d'autres tests qui sont disponibles. Et donc, il y a entre autres des tests 4G qui sont en train d'arriver. Et on peut surtout imaginer qu'il y ait d'autres types de tests qui se développent et que ça permette effectivement d'éviter cette difficulté de tests de 2e génération, 3e génération qui ne soient pas vraiment adaptés pour des programmes PrEP. On peut peut-être... Excuse-moi. On peut peut-être juste dire que finalement, un autotest, c'est un test rapide, hein, c'est la même chose, sauf qu'il utilise en général un volume quand même plus limité. Et puis ensuite, il y a tous les documents pour pouvoir l'utiliser tout seul, donc tout le packaging, tout le mode d'emploi. Mais finalement, c'est un test rapide à la maison. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça, Guillaume? Oui, tout à fait. C'est la virologue qui parle. Tout à fait. C'est exactement effectivement la même efficacité qu'un test rapide. Après, l'idée, je pense que c'est vraiment important d'insister, peut-être qu'on le verra dans les présentations suivantes, c'est que la notice du fabricant, c'est pas suffisant dans la plupart des contextes. Donc, c'est le travail qui a été fait, entre autres, par le projet Atlas, de développer tous les outils pour qu'en plus de la notice du fabricant, les gens puissent réaliser le test, l'interpréter, et puis après, puissent réaliser l'entrée dans le test, le test de confirmation si nécessaire et l'entrée dans les soins. Donc, c'est quand même un gros travail de développement par rapport à juste le produit qui est produit par le fabricant. Alors après, ce qu'il faut voir aussi dans ces contextes-là, quand on revient sur ta question précédente là, sur le problème de la PrEP, c'est qu'aujourd'hui, le test de dépistage qui est fait dans les centres de santé et le test de confirmation, ce sont des TROD, les tests qui sont utilisés. On fait pas on fait des TROD, c'est Determine en particulier qui est le plus utilisé. Là, on fait toujours 2 tests en parallèle, mais alors il y a un 3e test maintenant dans les stratégies OMS, mais on est toujours sur des tests rapides. Donc, on n'a pas malheureusement, effectivement, largement accès aux tests dont tu parlais dans ta présentation. Merci. J'ai une question pour Constance. On a beaucoup parlé au début de la PrEP, du risque de résistance induit par la PrEP, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus, puisque finalement, on va voir que ce n'est pas réellement un vrai problème. Et est-ce que tu penses aussi que le fait d'utiliser des autotests versus des tests 4G pourrait être un petit peu plus délétère sur le fait de dépister
dépister les primo-infections et du coup d'augmenter un tout petit peu le risque de résistance. Merci Marie-Laure pour la question. Donc, clairement, ça a été un des enjeux de la PrEP. On se rappelle la névirapine single dose pour la prévention mère-enfant qui réduisait considérablement la transmission, mais dont le risque de résistance était majeur. Donc, il y a eu la même crainte avec la PrEP, puisque c'est une bithérapie. Et en fait, les seuls programmes où on voit un taux de résistance, on va dire, important, c'est quand la PrEP est initiée, alors que le dépistage a été fait par des tests rapides anticorps. Donc, clairement, le problème, c'est que il faut implémenter la PrEP de plus en plus, que la meilleure façon de l'implémenter rapidement, c'est de faire du diagnostic le plus rapidement possible, et donc, c'est souvent avec les tests rapides que c'est fait. Eh bien, c'est dans ces cas-là qu'il y a risque de commencer la PrEP sans connaître l'infection, en méconnaissant l'infection, qui est, on le rappelle, Guillaume peut confirmer, mais qui est à 60% non symptomatique. Donc la primo-infection passe à côté, on la dépiste pas avec le test anticorps tout seul, on initie la PrEP. Donc en tous les cas, le dépistage à M1 est majeur. Si là, évidemment, on se rend compte qu'il y a une infection, on peut arrêter la PrEP, bien sûr. Et là, ce qu'on voit avec des techniques très sensibles, c'est que la résistance, elle diminue. Finalement, elle n'a pas le temps peut-être de s'archiver, mais enfin, le risque a quand même commencé. Donc évidemment, moi, je suis pour la promotion des tests 4e génération, rapides, mais de 4e génération dans les programmes de PrEP. Sinon, on va vraiment, je crois, aller vers un taux de résistance qui est non négligeable, surtout pour une molécule qui est majeure, comme le 3TC, qui est inclus dans l'ensemble des trithérapies de tous les pays, quoi. Okay, merci pour ta réponse. J'ai une question pour Guillaume. Tu nous as montré effectivement des autotests faits chez les personnes traitées pour le VIH. Effectivement, nous, on avait fait une étude aussi à Saint-Louis montrant que tous les tests TROD, en tout cas de 3e génération, passaient à côté, rendaient négatif des personnes qui étaient séropositives pour le VIH. Tu as l'impression que, bon, avec les tests 4G, je pense que c'est plus favorable. Tu as l'impression que c'est développé, il y en a beaucoup, que c'est développé, quel est vous avez un peu étudié quelles étaient les populations qui se faisaient redépister alors qu'ils savaient qu'ils étaient VIH, quel était le contexte? Pour l'instant, dans le cadre du projet Atlas, qui est un projet en cours, peut-être Clémence pourra compléter, mais à ma connaissance, on n'a pas encore des données sur les utilisateurs de tests en quantité suffisante pour savoir effectivement si cette situation est fréquente dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest. Les données qu'on a sont vraiment principalement des données donc en Afrique australe, où effectivement, quand la question a été posée, mais elle n'est pas toujours posée dans les questions, on avait, donc, comme je vous ai montré, entre 25 et 75% des personnes qui ont fait un autotest VIH, qui étaient des personnes qui connaissaient leur statut et qui étaient déjà sous HART. Je n'ai pas vu de papier, cherchant à étudier ces personnes spécifiquement pour savoir les raisons pour lesquelles ils avaient fait le test. Ce qui ressort dans la littérature, c'est deux choses. D'abord qu'il y a des personnes en fait, qui veulent de nouveau vérifier leur statut, donc un test de confirmation, et ça on peut imaginer dans un contexte où il y a beaucoup de recours à la médecine traditionnelle, où beaucoup, et c'est tout à fait compréhensible, des personnes ont l'espoir du guérir de VIH, de vérifier si par exemple un traitement traditionnel a fonctionné et si effectivement ils sont guéris. Donc là, c'est une hypothèse, je ne sais pas effectivement combien de personnes seraient dans cette possibilité. Donc on a ça. Et puis après, ce qu'on a sur ces essais d'Afrique australe où on avait une distribution communautaire en porte-à-porte, le test était proposé par des agents communautaires. Et en fait, c'est un autre travail qui a été fait en Afrique du Sud qui montrait que 36% des PVVIH sous HART, quand on leur posait la question, quand un agent communautaire leur posait la question à domicile, ne déclaraient pas leur statut. Et ça, on sait que c'est un enjeu important. On l'a montré dans un autre travail là, sur la PTME qui va être présenté les jours suivants par Oumou Awadialo de Soltis en Guinée, qui montre que chez les femmes qui sont vues en consultation au moment de l'accouchement, on a 50% des femmes qui ne déclarent pas aux soignants qu'elles sont sous traitement antirétroviral.
Donc, il y a des enjeux majeurs autour du partage du statut. Après, par rapport aux résultats, il y a effectivement le travail que vous aviez fait qui montrait un vrai problème de sensibilité. J'ai retrouvé donc là, ce que je vous ai présenté, qui était une présentation à l'IAS de 2019, qui était plutôt rassurante chez 500 patients, qui avait comparé donc le test Aura-Quick et à des tests classiques genre Determine, et qui montrait finalement que même chez des personnes qui avaient une charge virale indétectable, on gardait une sensibilité qui était plutôt assez rassurante, hein, puisqu'on avait 97% de sensibilité. Donc, c'était moins bon que pour les patients qui avaient une charge virale détectable, bien sûr, ou pour les personnes qui n'étaient pas traitées, mais ça restait quand même relativement rassurant. Donc, à suivre en tous les cas, parce qu'effectivement, c'est un sujet important, surtout dans un contexte de stigma important. Et c'est important ce que tu as dit sur la PTME, parce que ça, effectivement, c'est un vrai problème. Si les femmes ne disent pas qu'elles sont traitées et que l'autotest est utilisé pour décider ou pas si on fait une prévention, là, pour le coup, c'est extrêmement délétère de l'utiliser dans ce contexte. Oui, alors juste par rapport à ça, l'idée, hein, ça dépend un peu des pays, mais il y a beaucoup de pays qui ont une stratégie évidemment de dépistage pendant les consultations prénatales. Donc là, ça se fait dans les centres de santé. Donc c'est vraiment basé sur le test classique, qui a quand même l'avantage d'être aussi facile à faire, d'être bien sensible et d'être quand même beaucoup moins coûteux que l'autotest. Et après, sur le dépistage qui est fait par exemple en salle de travail, c'est pareil, c'est fait dans un centre de santé. Donc il n'y a pas réellement une place majeure pour l'autotest dans ces situations. Là, pour le coup, le test rapide est quand même le test de référence. Et l'autotest est un outil intéressant, mais l'idée, c'est que c'est vraiment un outil complémentaire pour les personnes qui ne sont pas touchées par les stratégies de dépistage actuelles, que ce soit les dépistages en centre de santé ou surtout tous les dépistages communautaires qui sont basés sur les tests rapides, hein, qui ont montré leur efficacité et leur pertinence dans beaucoup de contextes. Très bien, on va mettre fin à cette session de questions-réponses. Merci à Constance, merci à Guillaume. J'en profite pour dire à tous les participants de cette session qui nous écoutent que n'oubliez pas d'envoyer vos questions en cliquant dans l'onglet questions-réponses sous la fenêtre de la session, parce que pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup de questions et ça serait bien que vous en posiez pour les présentations qui vont suivre. Donc là, je passe la main à Clémence qui va co-modérer, qui va modérer la suite de cette session. Merci Clémence. Merci Marie-Laure. Alors, j'ai le plaisir d'introduire la prochaine intervention. À noter que sur les 4 interventions, nous aurons finalement que 3 interventions pour la suite de cette session. Donc, j'ai le plaisir de présenter Amal Ben Moussa, qui a un PhD en biologie, qui est responsable de la recherche à l'Association de lutte contre le sida au Maroc, qui est également un membre de Coalition Plus. Elle a coordonné et mis en place des projets de recherche communautaires, notamment l'expérience pilote de Prepare Marocco en 2017 et aussi l'étude Autotest Maroc en 2019, qui est l'objet de cette présentation. Elle travaille actuellement sur l'utilisation de l'autotest pour le dépistage des partenaires de personnes vivant avec le VIH, nouvellement dépistées. Donc, vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Amal Ben Moussa, responsable de la recherche à l'Association de lutte contre le sida, association membre de Coalition Plus. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les résultats de l'évaluation de l'utilisabilité de l'autotest VIH chez les populations clés au Maroc. L'autotest est une stratégie innovante qui consiste à faire le test rapide du VIH par soi-même, là où on veut, et c'est possible sur un prélèvement du liquide oral ou sur des gouttes de sang. Il procure une grande autonomie à l'usager et permet donc d'augmenter le recours au dépistage et au retesting. Le test est recommandé par l'OMS depuis 2016. Il a permis de renforcer le dispositif de dépistage dans le monde, notamment dans 77 pays où on a déjà adopté des politiques d'autodépistage du VIH. D'autres pays sont en train de développer ces politiques, notamment le Maroc en 2019. Le Maroc qui, afin d'améliorer les premiers 90 de la cascade VIH, mène depuis septembre 2019 l'étude pilote Autotest Maroc, portée par l'ALCS en partenariat avec le ministère de la Santé, l'ONU-SIDA et le Fonds mondial. Ce projet de démonstration a pour objectif d'évaluer la faisabilité et l'acceptabilité de l'autotest Maroc
afin d'atteindre en particulier certaines catégories de population clés qui échappent au programme de prévention et qui ont un faible accès ou un faible recours au dépistage. Autotest Maroc est une étude à 4 bras. Un bras pour évaluer l'utilisabilité de l'autotest, un deuxième bras pour étudier la faisabilité de la distribution des kits d'autotest via les éducateurs pairs dans le terrain, le bras 3 pour une dispensation des kits au niveau des pharmacies pour les populations clés qui évitent de fréquenter les locaux de l'association, et enfin le bras 4 qui se déroule dans les centres de prise en charge et qui cible particulièrement les partenaires des PVVH. Je vais vous présenter aujourd'hui une partie des résultats de cette expérience pilote, les résultats du bras 1 sur l'utilisabilité de l'autotest oral quick salivaire dans le contexte marocain. Cette utilisabilité a été testée auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, des femmes travailleuses de sexe âgées de 18 ans et plus, qui se sont présentées aux cliniques de santé sexuelle de la LCS à Casablanca, Agadir, Marrakech, Rabat et Tanger, afin de faire un dépistage du VIH. Nous avons exclu de cette étude les personnes connues être vivant avec le VIH et les personnes sous PrEP, parce que le traitement antirétroviral risque de fausser les résultats du test. L'étude d'utilisabilité a duré 3 mois et demi, de septembre à décembre 2019. Afin d'accompagner la promotion et la mise en place de cette étude, 15 conseillers communautaires ont été formés sur l'autotest, ses performances et ses limites, et sur le protocole de l'étude, et particulièrement les tâches qui leur ont été attribuées. Nous avons élaboré et imprimé une brochure de démonstration illustrée d'une page qui explique en arabe et en français l'utilisation et l'interprétation de ce test. Cette brochure, nous l'avons ajoutée au kit distribué dans cette étude. Et nous avons conçu également et filmé une vidéo de démonstration en arabe dialectal interprétée par un volontaire de la LCS. Cette vidéo revient sur toutes les étapes de l'utilisation et de l'interprétation de l'autotest. Voilà un peu comment s'est déroulée cette étude d'utilisabilité. Durant la période d'étude, la participation a été proposée à tous les visiteurs des cliniques qui remplissaient bien sûr les critères d'éligibilité. Les participants consentants bénéficiaient de 2 tests rapides. Un test classique réalisé par le conseiller communautaire qui prélevait une goutte de sang du participant pour lancer le test rapide de 3e génération utilisé en routine dans nos cliniques. Et en attendant le résultat de ce test classique, le conseiller communautaire accompagnait le participant à une salle privée et lui donnait un kit d'autotest salivaire pour faire à lui seul son test de dépistage. Après 20 minutes, le participant rejoint le conseiller communautaire avec son test à la main et commence à répondre au questionnaire administré par le conseiller communautaire. Bien sûr, en fonction du résultat du test, le conseiller fait son post-counseling et accompagne les personnes avec un test positif pour la confirmation et pour la prise en charge. Nous arrivons à la partie résultat de cette étude. Au total, 492 bénéficiaires ont participé à cette étude, 233 femmes, travailleuses de sexe et 259 HSH. L'âge moyen des TS était de 34 ans contre 29 ans chez les HSH. Près de 3/4 des HSH étaient homosexuels, 27% étaient bisexuels. Les TS avaient un niveau de scolarité plus bas que celui des HSH. 29% des TS ne savaient ni lire ni écrire contre 6% chez les HSH. Les TS étaient également plus défavorisés par rapport à la situation professionnelle. 80% des TS étaient sans emploi ou avaient un emploi occasionnel contre 45% chez les HSH. Par rapport à l'intérêt pour l'autotest et l'utilisabilité de l'autotest OraQuick salivaire, seulement 19% des participants
connaissaient l'existence de l'autotest avant de participer à cette étude. Mais 91% d'entre eux seraient prêts à l'acheter si le prix en était environ 5 euros en moyenne, avec une médiane de 3 euros. Tous les participants ont su utiliser et interpréter correctement l'autotest. La majorité ont trouvé que le test était très facile à utiliser, soit 87%. En revanche, 16 personnes ont trouvé que c'était plutôt difficile à très difficile. 16 personnes, ça représente 3% des participants. En comparant le degré de facilité d'utilisation chez les HSH et chez les TS, on note que les TS ont trouvé plus de difficultés que les HSH, soit 5% des TS qui ont trouvé ces difficultés contre 2% des HSH. La difficulté est associée également au niveau de scolarité. En effet, 11 sur les 16 personnes ayant trouvé ces difficultés ne savaient ni lire ni écrire ou avaient un niveau primaire. Et seulement 1% des personnes avec un niveau universitaire avaient rapporté une certaine difficulté à utiliser l'autotest. Et je finis les résultats par parler de la concordance entre les résultats de l'autotest et le test classique. Comme vous voyez sur le tableau, 19 participants avaient un test positif, 7 TS et 12 HSH, soit un taux de positivité de 4%. Les mêmes résultats ont été retrouvés dans le test classique, ce qui correspond à 100% de concordance entre les deux tests. En conclusion, les résultats de cette étude démontrent clairement l'utilisabilité de l'autotest VIH Oracle salivaire. L'autotest VIH permettrait sans doute d'améliorer l'accès au dépistage au Maroc. C'est vrai que le niveau de scolarité bas chez les TS risque d'être une barrière à l'utilisation de ce test, mais on pense que grâce à l'assistance proposée et les outils de démonstration adaptés, on peut surmonter cet obstacle. L'expérience pilote Autotest Maroc a permis de mettre en place une nouvelle stratégie de dépistage acceptée par les HSH et les TS, et désormais l'autotest est inscrit dans le plan stratégique national au Maroc. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie également les participants et l'équipe Autotest Maroc. Un grand merci à Amal pour cette présentation très claire. J'en profite du coup pour introduire la prochaine présentatrice, Ginette Edoul, qui travaille au Centre de recherche sur les maladies émergentes et réémergentes et au sein de la Faculté de médecine et des sciences biomédicales au Cameroun, et qui va nous faire une présentation sur les leçons apprises sur le diagnostic du VIH lors de la phase de pré-inclusion dans l'essai thérapeutique ANRS 123-13 Namsal au Cameroun. Vous pouvez lancer la vidéo, merci. Bonjour à tous. Merci à la FAVH de nous donner l'occasion de partager ensemble les résultats de recherche. Je m'en vais vous entretenir sur les leçons apprises sur le diagnostic du VIH lors de la phase de pré-inclusion NAMSAL. En rappel, le sida reste un problème de santé publique majeur de notre siècle. En 2019, l'ONU SIDA dénombrait 38 millions de personnes vivant avec le VIH, 1,7 million de nouvelles infections, 690 000 décès. Raison pour laquelle des stratégies ont été mises en œuvre pour accélérer la riposte et mettre fin à l'épidémie d'ici 2030 en réalisant les cibles 95-95-95, c'est-à-dire 95% des personnes infectées connaissent leur statut, 95% des personnes dépistées reçoivent un traitement et 95% des personnes sous ARV efficaces. Notons que l'atteinte du premier 95 repose sur un diagnostic fiable. Cependant, la grande diversité génétique au Cameroun rend le diagnostic difficile.
malgré l'algorithme qui repose sur 2 tests rapides suivis d'un test de confirmation. Par ailleurs, la réduction de la charge virale passe par l'amélioration des traitements antirétroviraux. C'est dans cette optique que l'essai clinique NAMSAL, qui vise à évaluer le dolutegravir versus les favirennes 400 en conditions de vie réelle dans un pays du Sud, a été réalisé. L'objectif principal de notre étude était de caractériser plus en détail les patients non inclus sur critères virologiques dans NAMSAL. En premier, il s'agissait de confirmer la sérologie VIH chez les patients avec une charge virale inférieure à 1000. Deuxièmement, discriminer les différents variants VIH chez les patients VIH1 non M. Pour y arriver, la méthodologie suivante a été utilisée. Pour les patients dont la charge virale était inférieure à 1000 copies, nous avons effectué un test Inolia qui est un test de confirmation suivi d'une PCR. Par contre, pour les patients dont la CV, la charge virale était supérieure à 1000 copies, nous avons effectué un test de sérotypage suivi de la PCR. Cette méthodologie a donné comme résultat 800 patients VIH1 adultes non traités ont été recrutés dans 3 hôpitaux de la ville de Yaoundé, à savoir Hôpital Central, Hôpital Militaire, Hôpital de la Cité Verte. 613 ont répondu aux critères d'inclusion dans l'essai clinique NAMSAL, pendant que 204 ont été exclus. 114 ont été exclus pour critères virologiques, subdivisés en 2 groupes selon que la charge virale était inférieure ou supérieure à 1000 copies par millilitre. Les 78 restants ont été exclus pour autres raisons. Pour les patients avec une charge virale indétectable, le test Inolia a donné comme résultat 7 négatifs, 7 indéterminés. Indéterminés parce qu'ayant réagi avec un seul peptide. Ces 14 échantillons ont été négatifs en PCR. Ceci nous amène à dire que les 14 patients sont probablement VIH négatifs. Par contre, pour les autres patients positifs à Inolia et PCR, nous supposons qu'ils étaient sous ARV efficaces. Pour les patients avec une charge virale comprise entre 40 et 1000 copies, le sérotypage suivi de la PCR ont montré que les patients étaient probablement VIH1-M. Pour les patients avec une charge virale supérieure à 1000, le sérotypage suivi de la PCR ont montré que sur les 46 patients indéterminés en sérotypage, la majorité était VIH1-M, à l'exception d'un échantillon qui était VIH1-O. Pour les 16 patients supposés avoir une co-infection MO, la PCR a révélé que la majorité était VIH1-M, à l'exception de 2 échantillons. Un était VIH1-O, un autre était un recombinant OM. Par contre, tous les échantillons VIH1-O sérotypés ont été confirmés VIH1-O avec la PCR. Parvenu au terme de ce travail, dont le but était de caractériser plus en détail les patients non inclus de l'étude NAMSAL, il en ressort que sur les 49 patients avec une charge virale inférieure à 1000, 14 supposés être VIH positifs à l'inclusion étaient en réalité négatifs à l'infection au VIH. Les autres positifs ont été éventuellement sous ARV. Par ailleurs, les patients dont la charge virale était supérieure à 1000 et des sérotypes non M, 60 VIH1-M ont été non détectés au sérotypage.
2 leçons sont à retenir. 1,7% des patients testés au total pour l'étude de NAMSAL étaient VIH1 négatifs. Ce qui nous montre que malgré les algorithmes de dépistage optimisés, le diagnostic VIH reste imparfait. Et cette imperfection entraîne des conséquences tant sur le plan individuel que social. Nous citerons ici sur le plan individuel le stigmatisme, sur le plan social le rejet, sans oublier des coûts supplémentaires que cela engendre dans les systèmes de prise en charge. Par ailleurs, 7,3% des VIH1 ont été non détectés au sérotypage, d'où la nécessité d'améliorer la sensibilité des peptides utilisés. Nous terminerons cette présentation en remerciant l'IRD, UNITED pour leur financement, le laboratoire de virologie du CREMER qui a abrité l'étude, les différents acteurs qui ont œuvré à la réalisation de ce travail. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup Ginette pour cette présentation. Je vous rappelle de ne pas oublier de poster vos questions en cliquant dans l'onglet questions-réponses sous la fenêtre de la session. Et j'introduis donc la dernière présentation. Donc Alice Montera, qui est un membre fondateur, mais aussi le directeur de l'ONG Wallé Action Santé Population, qui intervient depuis sa création en 1997 dans la lutte contre le VIH/SIDA au Mali. Il travaille notamment sur les enjeux de comorbidité diabète-VIH en collaboration avec l'ONG Santé Diabète. Et il travaille également sur les enjeux de stigmatisation, de discrimination des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Il va nous faire une présentation sur le dépistage du VIH à partir du cas index, le cas des enfants vaccinés dans la région de Ségou au Mali. Vidéo, s'il vous plaît. Bonjour, chers participants. Bonjour à l'équipe de modération. Je me présente, Dr Alice Montera, directeur de l'ONG Wallé en République du Mali, Ségou. Wallé, c'est donc une ONG nationale malienne qui est dans la lutte contre le VIH depuis plus de 20 ans maintenant, depuis 1997. Pour cette année, la FRAVI vraiment connectée, nous avons choisi de partager avec vous une expérience pilote d'intégration du dépistage du VIH aux activités de PEV, c'est-à-dire du programme élargi de vaccination, dans quelques structures de santé de notre région Ségou. Donc, le travail que nous allons vous présenter, comme je vous l'ai dit, c'est cette expérience que nous avons vécue pendant 3 mois, la fin 2018, au premier trimestre à mars 2019 à Ségou. Le plan de présentation, donc le titre de la présentation, c'est le dépistage du VIH à partir du cas index et le cas des enfants vaccinés dans la région de Ségou au Mali. Le plan de présentation, il est ainsi conçu. Le premier point sera le contexte de l'intervention. Le deuxième va parler des objectifs. Ensuite, la méthodologie que nous avons utilisée, les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus et un guide de conclusion ramassé avec quelques observations ou recommandations. Alors, pour parler du contexte, je dirais que notre action se situe bien entendu dans la mise en œuvre du cadre stratégique national 2017-2021 de la lutte contre le VIH au Mali, qui est à sa 3e génération. C'est un document qui a été élaboré dans un contexte de crise multidimensionnelle que notre pays connaît depuis quelques années. L'implication accrue des acteurs, notamment de la société civile et des populations cibles, a été
aussi une caractéristique vraiment très appréciable. Aussi, les objectifs du développement durable, les ODD, ont été largement pris en compte parce que les objectifs s'inscrivent dans ces objectifs stratégiques. Toujours dans le cadre du contexte, nous remontons au rapport d'activité de lutte contre le VIH par le Haut Conseil national de lutte contre le sida, qui est l'instance nationale supérieure suprême qui pilote vraiment la lutte contre le VIH. Donc, dans son rapport 2017, il a fait ressortir un certain nombre d'éléments qui ont servi de base de réflexion. Alors, si on constate 998 696 femmes enceintes qui ont été vues en CPN, au niveau national, bien entendu, 55,8% n'avaient pas accès aux services de dépistage parce que tout simplement, les activités PTME ne couvraient pas suffisamment de structures de santé. Si on regarde ces chiffres, on voit que 17,5% des femmes qui ont eu accès à la PTME donc, ont échappé au dépistage. Et si 17,5% c'est le taux national, dans la région de Ségou, on voit nettement que c'est beaucoup plus élevé parce que c'est à 23%. Donc, un des éléments qui fait que Ségou a été retenu. Ensuite, 55% des femmes enceintes qui ont été diagnostiquées positives n'avaient pas eu accès au traitement ARV. Tout ça, c'est des constats qui sortent du rapport national de 2017. Et ensuite, un autre constat général, c'est qu'il n'y avait pas de système de rattrapage, il n'y avait pas de mécanisme qui permettait vraiment de rattraper ces femmes-là pour les inclure dans les dispositifs. Les objectifs, il y avait deux objectifs principaux pour notre activité. Il s'agissait de proposer systématiquement le dépistage du VIH chez tous les enfants qui arrivaient lors de ces activités de PEV. Et aussi, c'est surtout de pratiquer l'index testing à travers les cas positifs. Alors, la méthodologie. Donc, Ségou, c'est la 4e région donc, administrative du Mali. Ségou plus 4 autres régions ont été retenues à l'issue de l'analyse du rapport de 2017. Donc, il y a 5 régions qui ont été retenues sur la base d'un certain nombre de critères. Et notre région, Ségou, a été retenue. Donc, elle compte 8 districts sanitaires. Mais sur les 8, 5 ont été choisis en raison du fait normalement de la couverture PTME. Et parmi ces 5, le choix a été fait de retenir 7 aires de santé, c'est-à-dire au niveau des districts sanitaires, les districts sont constitués d'aires de santé, c'est-à-dire les CESCOM. Donc, les 7 CESCOM qui ont reçu le plus grand nombre d'accouchements ont été retenus sur chacun de ces districts sanitaires. Donc, ce qui fait 35 aires de santé qui ont servi de champ pour notre intervention. Tous les enfants qui ont été admis dans ces centres-là pour l'administration du Penta-3, entre décembre 2018 et mars 2019, on fait partie de notre projet. Et tous les enfants vaccinés pour Penta-3 en stratégie mobile. Vous savez qu'il y a des équipes mobiles qui interviennent pour compléter l'action qui se passe au niveau du centre. Aussi, pour une meilleure mobilisation de la communauté, le projet a prévu de distribuer des kits d'hygiène qui a été vraiment source de motivation. L'activité concrète en termes de méthodologie, il s'agissait, comme on l'a dit, de proposer le conseil de dépistage du VIH à tous les enfants. Ce travail a été fait, bien entendu, par les équipes socio-sanitaires qui ont été formées par nos soins. Donc, l'équipe de l'ONG a formé ses agents pendant 3 jours sur la théorie et la pratique pour le conseil de dépistage. Ensuite, les cas positifs ont été initiés au niveau des centres de santé de référence. Donc, même si ça se passe en périphérie, l'inclusion se passe au niveau du centre de santé de référence, mais le suivi s'est fait au niveau du CESCOM par le DTC. Il y a eu des rencontres mensuelles que nous avons organisées chaque fois pour échanger sur les données qui remontaient du terrain, pour voir les insuffisances, les difficultés et en soutenant des conseils. Il y avait des organisations communautaires, les services techniques comme la direction régionale de la santé, et ça a été vraiment bénéfique pour le projet. Et l'analyse des données a été faite par le logiciel R avec l'appui d'un spécialiste, donc qui nous a aidé vraiment à analyser ces données. Voici les résultats majeurs auxquels nous sommes parvenus. Donc, vous avez la carte de la région à droite. Donc, un taux de dépistage à 82,1%, c'est-à-dire sur les 4096 enfants qui ont été admis, 82,1% ont été dépistés. Donc, ils ont
eu accès au dépistage. Et avec un taux de séropositivité de 0,56%. Il s'agissait de 19 enfants, en fait. La séropositivité des cas index, à partir de ces 19 enfants positifs, donc on est remonté dans la famille, le père, la mère, la fratrie. Et à partir de ces cas, 54-41% sur les 68 cas indexés ont été dépistés positifs. Donc, à partir de ces 19 enfants, on a identifié donc 37 autres personnes sur la base des cas index, donc, dont 100% des mères. Ensuite, la mise sous ARV a concerné sur les 56 personnes en tout, donc 19 enfants et 37 autres personnes qui contiennent bien sûr des enfants des fratries. Donc, il y a eu la mise sous ARV de 52, parce qu'il y a eu 4 refus qui ont refusé, parce qu'ils ont eu le déni. Donc, pour être mis sous traitement, il faut accepter. Et si la personne n'accepte pas, c'est déjà un problème. Donc, il a fallu s'en occuper en dehors de ce projet. Donc, le taux d'inclusion, c'était à 92,86%, qui était un chiffre honorable pour nous. Alors, pour conclure, nous pouvons dire bien sûr que la stratégie, elle a été très porteuse, mais elle est vraiment consommatrice de beaucoup de tests, vu le nombre de personnes dépistées et le nombre de résultats positifs qu'on a décelés. Mais pour nous, ces chiffres ne suffisent pas pour faire une bonne analyse. Il faut peut-être avoir beaucoup plus de données et nous estimons qu'il faut aller à 2 ans. Le risque de déperdition des cas positifs a été vraiment un élément très important. Dû à notre présence pour aider les équipes, ces chiffres allaient être très, très, très élevés et nous avons pu les recadrer. Maintenant, la question, quelle stratégie développer pour minimiser ces risques au niveau de ces centres? Parce que ce résultat-là, cette stratégie-là, elle est porteuse, elle doit être portée à l'échelle. Donc maintenant, comment faire pour que cette stratégie soit mise à l'échelle et minimiser les risques de déperdition? Donc voilà un peu le travail que nous voulons vous présenter rapidement. Nous nous soumettons bien entendu à vos questions en estimant que la présentation vous a permis de capter le maximum d'éléments et nous sommes à vous. Merci encore et nous sommes ouverts pour les questions. Alors, nous allons accueillir les intervenants qui sont présents. J'invite peut-être les participants à couper leur micro s'ils ne parlent pas, pour éviter donc les bruits qui pourraient ne pas faciliter la communication. Déjà, vous remercier tous et toutes pour vos présentations. Je vais vous relayer un certain nombre de questions que nous avons reçues. Et peut-être aussi, je vais excuser Alice Montera qui n'a pas pu se connecter, qui suit la présentation, mais qui n'a pas pu se connecter et qui du coup s'excuse de ne pouvoir être avec nous. La première question s'adressait à Constance Delogère, mais du coup je vais la transférer à Marie-Laure concernant une question que nous avons reçue d'une personne anonyme, qui était la suivante. La sémiologie clinique d'une primo-infection sous PrEP a-t-elle des spécificités? Alors, non, en termes de sémiologie clinique, il n'y a pas vraiment de spécificité. On sait qu'elle peut être un petit peu décalée dans le temps du fait du ténofovir qui peut persister si le patient a arrêté et s'il a arrêté, c'est la raison pour laquelle il s'est affecté dans la plupart des cas. Mais en termes de présentation clinique, on sait que les primo-infections sont dans 60% des cas asymptomatiques et il n'y a pas de particularité spéciale pour les patients qui s'infectent malgré la PrEP. Merci beaucoup Marie-Laure pour ce retour. Plusieurs questions en direction de Guillaume Breton sur l'autodépistage. Une première question de Vincent Doury, SIDAction, qui nous explique qu'il estime, enfin il trouve que les autotests sont relativement coûteux, à savoir 2 à 3 euros par test, et il estime que beaucoup sont réalisés par des personnes qui connaissent déjà leur statut et qui sont pour certains sous traitement. Et du coup, il pose la question de savoir s'il serait possible de comparer les coûts des autotests avec les autres types de tests, en tenant en compte du nombre de tests réalisés de manière non indiquée.
Merci Vincent pour cette question. Donc effectivement, c'est tout l'enjeu de l'autotest, c'est de trouver des bons canaux de dispensation pour que l'autotest bénéficie aux personnes qui en ont le plus besoin. Et c'est clair qu'effectivement, si on utilise dans des projets, 75% des autotests sont utilisés, comme ça a été montré dans une publication qui, je crois, était au Malawi. Évidemment, on va dire que ce projet n'était pas du tout adapté. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir en tête que des personnes qui connaissent leur séropositivité vont possiblement faire ce test, d'où l'intérêt des études qui montrent que ces tests ont quand même une relativement correcte fiabilité, malgré les limites qu'on évoquait tout à l'heure et qu'évoquait Marie-Laure. Mais c'est vrai que c'est important que des gens ne soient pas faussement rassurés par un test négatif et que, bien évidemment, quand on fait la dispensation du test, de bien dire pour les personnes, si vous vivez avec le VIH et que vous êtes traité, il ne faut pas se faire ce test, ça doit être négatif. C'est d'ailleurs écrit sur toutes les brochures et c'est dit sur toutes les vidéos et toutes les explications qui sont données. Après, voilà, c'est l'idée, je pense, et c'est tout le travail qui est fait par le projet Atlas, que justement Clémence, tu coordonnes, c'est d'arriver à trouver les canaux les plus adaptés et d'avoir des retours d'utilisateurs pour savoir véritablement, là, en l'occurrence dans le contexte d'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on a réussi à toucher des personnes qui n'avaient pas été dépistées précédemment et qui ne connaissaient pas leur statut. Merci beaucoup Guillaume pour ce retour. Une deuxième question sur l'autotest. Donc Mohamed Salifa de SIDA Espoir qui demande si la pratique d'autotest n'est pas trop risquée en cas de résultat positif pour une personne qui ne serait pas forcément sensibilisée ensuite pour la prise en charge. Donc c'est un peu la question du lien vers la confirmation et le traitement. Je pense que c'est une double question et qu'il y a une interrogation qui est, on va dire, excessivement fréquente avant de mettre en place l'autotest. C'est vraiment les deux gros enjeux et qui ressortent de toutes les enquêtes qui ont été faites dans tous les contextes, que ce soit les contextes du Nord, on en connaît en France, et à peu près tous les contextes dans les pays d'Afrique subsaharienne, mais aussi au Maghreb. Quand on demande à des professionnels de santé, quand on demande même à des associatifs, tout le monde, effectivement, a une double crainte qu'un test positif entraîne des préjudices et en particulier un risque de passage à l'acte suicidaire ou un état dépressif grave. Donc ça, c'est un premier point tout à fait important. Et la deuxième chose, c'est que les gens qui ont fait le test ne rentrent pas dans les soins. Et donc, on a une littérature assez importante qui montre dans la pratique que quand les personnes réalisent leur test, quand le test est positif, il n'y a pas du tout plus d'état dépressif. Les risques de suicide sont considérés comme absolument minimes. Alors certes, c'est parce qu'il y a quand même un counseling qui est fait par les documents qui sont associés à l'autotest, par la brochure, ce qu'a présenté Amal tout à l'heure. Il y a tout un accompagnement qui est fait, ce qui est fait sur le projet Atlas. C'est tout un accompagnement, même si le counseling ne peut pas être fait en direct comme il est fait quand on a la réalisation d'un test rapide dans un centre de santé. On accompagne quand même les patients. Et dans la réalité, ça se passe bien. Et aujourd'hui, on a quand même plusieurs millions d'autotests qui ont été distribués dans le monde. Et ça a l'air de se passer très correctement. Et concernant l'entrée dans les soins, bien sûr, c'est une grande question. Et c'est tout l'enjeu autour de l'évaluation dont j'ai essayé de parler un peu dans ma présentation. Mais finalement, la connaissance du statut fait que la majorité des gens vont quand même rentrer dans les soins. Alors après, est-ce qu'ils vont rentrer tout de suite? Est-ce qu'ils vont rentrer un peu plus tard? C'est effectivement un enjeu. Sachant qu'après, des personnes qui ont un test rapide réalisé dans un centre de santé, aujourd'hui, avec les nouvelles recommandations, ont tendance à initier un traitement de façon assez rapide, mais on voit aussi que énormément de personnes sont perdues de vue dans les mois qui suivent. Donc certes, ils ont initié, donc on va cocher la case initiation du traitement, mais on connaît le nombre de perdus de vue très important. Donc je pense qu'on a quand même beaucoup d'éléments pour être très rassurés sur le fait que l'autotest a des résultats qui sont finalement très comparables, que ce soit en termes de risque pour les personnes ou en termes d'entrée dans les soins, très comparables à un test classique réalisé dans une structure de santé. Merci beaucoup Guillaume. Je demanderai aussi par la suite à Amal peut-être de réagir par rapport à ce qu'elle a pu observer au Maroc. Une dernière question peut-être qui vient d'arriver, Guillaume. Une question de Astougay de l'IRSF qui demande si l'utilisation en population générale est envisagée pour l'autotest. Alors, l'utilisation en population générale, on va dire qu'il y a les contextes sont importants à prendre en considération, entre autres pour des questions de coût. Et c'est clair que ça a été utilisé et c'est utilisé encore en population générale dans les pays qui ont une très forte prévalence.
Donc, c'est le travail qui a été fait là en Afrique australe. Après, en population générale, ça dépend un peu du mode de dispensation. Par exemple, c'est ce qui est maintenant mis en œuvre dans la plupart des pays en Europe ou aux États-Unis, où les autotests sont en vente en pharmacie, qui permettent effectivement de toucher aussi la population générale. Après, il faut adapter. L'enjeu principal de l'autotest reste son coût. C'est plus élevé qu'un test classique. Et donc, d'imaginer pouvoir avoir ce test disponible à grande échelle pour remplacer le test classique, c'est probablement quelque chose qui n'est pas du tout coût efficace et que c'est très important de le voir comme un outil complémentaire. Mais le test dans les centres de santé, les tests en stratégie communautaire avancée restent parfaitement intéressants. Et c'est vraiment voir l'autotest comme un outil complémentaire. Après, c'est encore à nous, c'est à nous maintenant d'inventer les stratégies les plus adaptées pour utiliser l'autotest. Il n'y a pas, même si on a des modèles qui ont été décrits par l'OMS, il faut vraiment le mettre en œuvre pour essayer de trouver les stratégies les plus adaptées à chaque contexte. Et on a toute une innovation sociale qu'il faut qu'on fasse maintenant. Donc, on a tout ce travail qui nous attend. On essaye avec le projet Atlas, mais il est en cours, donc on n'a pas encore évalué quels étaient les canaux les plus efficaces. Amal a présenté là, les stratégies qui sont proposées sur le Maroc et qui sont intéressantes. Et c'est toute cette évaluation qui va permettre, dans chaque contexte, de trouver le meilleur moyen d'utiliser cet outil. Merci Guillaume, ça me fait aussi la transition pour du coup adresser à Amal. Nous avons reçu plusieurs questions. La première, une question d'Anthony Vautier de Soltis, qui demande si l'utilisation de l'ADVIH était-elle faite uniquement avec la notice du fabricant? Si oui, est-ce que vous avez pu identifier les principales difficultés dans l'utilisation de cette notice? Et si oui, à quel moment? Est-ce qu'au moment, par exemple, de l'interprétation des résultats ou sur, par exemple, la conduite à tenir après le résultat? Merci pour cette question. Donc, au Maroc, non, on n'a pas utilisé la notice seulement. On a, comme j'expliquais, utilisé une fiche de démonstration détaillée avec des images en arabe et en français, justement sur comment utiliser, comment interpréter et aussi comment faire un retour après le test, le résultat du test. Donc, il y a dans le verso de la fiche de démonstration les numéros de téléphone des médiateurs thérapeutiques et les adresses des centres de prise en charge pour la confirmation du test et pour la prise en charge ensuite. Par rapport au retour, justement, l'un des défis de l'autotest, comme a présenté Dr Guillaume, donc c'est le retour après l'utilisation du test. Au Maroc, on a mis en place une hotline donc, pour répondre aux questions des utilisateurs, des personnes qui s'intéressent à l'autotest. Et on a mis en place également un site internet, autotest.lcs.ma, avec la possibilité de faire donc, le retour par rapport à l'utilisation du test. Et concernant est-ce qu'avec l'autotest, on est arrivé à toucher des personnes qu'on ne touchait pas avec les méthodes de dépistage classiques? Les résultats du deuxième bras de l'étude, même si on ne les a pas encore publiés, mais les résultats du deuxième bras donc, montrent que 77% des personnes n'avaient pas utilisé ou n'avaient pas fait de test VIH durant la dernière année. Voilà, donc pour le retour, on pense qu'avoir, comme disait Dr Guillaume, plusieurs façons de faire un retour après l'utilisation de l'autotest faciliterait l'évaluation de l'impact de l'autotest sur le dépistage dans le monde. Merci beaucoup, Amal, pour ce retour. Peut-être une dernière question. Donc, une question qui nous vient de Arlette Simofotso du CEPED-IRD, qui a une question concernant comment vous avez identifié en fait les travailleurs du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels dans votre étude. Est-ce que c'était auto-reporté ou est-ce que c'était via en fait des cliniques dédiées à ce public spécifique? C'était justement via les cliniques, puisque la première étude, le premier bras de l'étude se passait dans les cliniques de santé sexuelle et reproductive de la LCS. Donc, c'était des bénéficiaires TS et HSH qui venaient à la LCS pour faire un dépistage. Donc, on savait que c'était des TS et des HSH.
Merci beaucoup pour cette réponse. Le temps de la session étant écoulé, je voudrais à nouveau remercier tous les intervenants et aussi ma co-modératrice Marie-Laure. Nous souhaitons aussi vous rappeler que le symposium Afravi démarre donc à 12h15 heure de Paris et nous vous invitons à vous y connecter. Et ensuite, vous rappeler que demain, il y a également le symposium sur le projet Atlas où des premiers résultats seront partagés, tant au niveau opérationnel que de la recherche. Et vu le nombre de questions qu'il y a eu sur l'autodépistage, je vous invite aussi à vous y connecter demain. Et je suis un peu partie pris aussi, étant aussi la directrice du projet Atlas. Donc, un grand merci. Merci encore à Marie-Laure, merci à l'organisation, merci également aux intervenants et aux participants. Très belle journée et bonne suite de conférence.